Le siècle d'or des Pays-Bas, des Provinces-Unies même, c'était le nom des Pays-Bas au XVIIe siècle, c'est l'apogée de la puissance de ce petit pays qui était si prestigieux, si envié, si jalousé au XVIIe siècle. On en parle avec mes invités, Christophe Devoogd, Charles-Édouard Levillain. Je me tourne vers vous pour la première question. Alors ce pays, il devient indépendant au XVIIe siècle au terme d'une longue guerre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dans quelles conditions ce pays s'émancipe de la tutelle étrangère? Alors, c'est une révolte qui commence donc dans les années 1560, 1566. Les Pays-Bas, c'est par rapport à l'Espagne, ça paraît loin, c'est le nord. Mais ce qui est très important, c'est que du point de vue espagnol, en fait, il s'agit d'une province absolument essentielle par rapport à l'organisation de la monarchie ibérique. Et c'est pourquoi l'Espagne tient absolument à conserver ces provinces du Nord dans l'escarcelle de ces territoires, de ces domaines. Donc la guerre commence au milieu des années 1560 et se prolonge jusqu'au milieu du XVIIe siècle, donc prend fin avec les traités de Westphalie, suit une série de phases très longues, en passant par une trêve entre 1609 et 1621, et est portée du côté néerlandais par les princes d'Orange, plusieurs princes d'Orange, pour s'achever donc au milieu du siècle. Le point essentiel pour répondre à votre question, c'est sur la séparation entre le sud et le nord des Pays-Bas. Elle s'opère à la suite de deux actes. L'union d'Arras de 1579, janvier 79, et à la fin du même mois, en 1579, l'union d'Utrecht, où donc on a d'un côté une union entre les Pays-Bas du sud, les Pays-Bas méridionaux, et de l'autre, les Pays-Bas du nord, formés de 7 provinces. Est-ce qu'on peut dire que les Pays-Bas du sud, c'est la future Belgique? C'est là qu'il y a une divergence entre les deux et les provinces du Nord vont devenir les Pays-Bas. On peut dire ça, Christophe Devoogd? C'est tellement difficile pour les historiens de dire ce qui va se passer. En tout cas, c'est une division qui est largement aussi entre une domination catholique au sud et une domination protestante au nord. En tout cas, dans les milieux du pouvoir, ne parlons pas de la population. Donc c'est une séparation majeure et puis un attachement plus ou moins fort, évidemment, à la maison d'Espagne. J'ajoute à ce qu'a dit Charles-Édouard Levillain, c'est que c'est fondamental pour l'Espagne parce que c'est sans doute une des régions les plus riches d'Europe, déjà, notamment la partie sud. Ça ne va pas durer très longtemps. Et ce divorce va d'ailleurs profiter paradoxalement beaucoup à la partie nord, qui va attirer, drainer les richesses en hommes, notamment les huguenots, les protestants du sud, et les richesses du sud, et le commerce du sud, qui va passer d'Anvers à Amsterdam. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais rappelons que, historiquement, c'est les seigneurs de Bourgogne qui avaient mis la main au Moyen-Âge sur les Pays-Bas. Donc, ensuite, il y a eu l'empereur Charles Quint, qui était lui-même prince, donc souverain des Pays-Bas. Et ensuite, son fils, Philippe II, le roi d'Espagne, par héritage, a hérité de ces territoires. C'est pour ça qu'on a cette situation qui peut paraître bizarre pour nous, Français du XXIe siècle, d'une Espagne qui exerce une tutelle sur ce qui est aujourd'hui les Pays-Bas. Voilà, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, pour ça le nom coutumier, c'était le cercle de Bourgogne, en souvenir de cet lointain héritage bourguignon. Alors en 1648, vous l'avez dit, Charles-Édouard Levillain, les traités de Westphalie, 1648, ça y est, l'indépendance des Provinces-Unies, c'était comme ça qu'on appelait les Pays-Bas à l'époque, est reconnue par les puissances européennes. Et finalement, c'est un pays assez singulier qui est en pleine comment dirais-je, en pleine prospérité économique à ce moment-là. Pourriez-vous le caractériser? Les institutions des Pays-Bas? Alors, il s'agit d'une république, mais il faut préciser pour les téléspectateurs, les téléspectatrices, qu'en fait, ce n'est devenu une république que par accident. Ah oui. Au début de la révolte, dans les années 1560 et même les années 1570, le projet des révoltés, des gueux, comme on les appelait, n'était pas de fonder une république. C'était de revenir, en fait, à l'ancien système, l'ancien régime, qui serait un régime où les privilèges hérités pour une grande partie du Moyen-Âge seraient à nouveau respectés, ce qui n'était plus, pour toute une série de raisons, religieuses et fiscales notamment, par la couronne d'Espagne. Donc au départ, on est sur un thème qui est tout à fait différent, qui est un retour à l'ordre ancien. La Révolution, c'est la restauration, en fait. Bon. Ça ne s'est pas passé. Les négociations ont échoué, la guerre s'est emballée, et au fil du temps, par déduction, pratiquement, c'est devenu un ensemble, une entité qui pouvait être considérée dès les années, on va dire à partir des années 1580, mais pas avant, comme une république. C'est-à-dire essentiellement pas de royauté. Ça, c'est l'acte d'abjuration de 1580. Donc les princes d'Orange n'étaient pas rois, ils n'étaient pas souverains. La souveraineté était logée au niveau des États généraux. Certains disaient
des États provinciaux. Et c'est une fédération ? Alors moi j'ai envie de dire plutôt, justement en embrayant sur ce que vient de dire Charles-Édouard, une confédération en fait, parce que d'ailleurs c'est très bizarre comment les textes sont écrits. On dit que la souveraineté est dans les États généraux, puis 3 lignes plus loin qu'elle est dans les provinces. C'est à pas s'y retrouver. Il y a combien de provinces ? Il y en a 7. Il y en a 7 à l'époque. Il y a des provinces du Sud qui ont été reconquises progressivement dans la guerre contre l'Espagne, mais justement, d'abord, elles sont catholiques, c'est quand même affreux, donc elles sont considérées un peu comme des colonies de l'intérieur. Elles ne sont pas représentées au niveau fédéral. Je dis une confédération parce que c'est très compliqué, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais pour chaque décision, c'est très long, il faut aller redemander à l'État local, provincial, ce qu'il pense de la décision prise à La Haye, puisque les États généraux siègent à La Haye, et tout cela dure très longtemps, c'est très complexe, c'est des jeux d'influence typiquement néerlandais, qui d'ailleurs c'est une tradition, une culture politique, on peut le dire, qui est vraiment très loin de la nôtre, je parle en particulier en cette période, et qui aboutit quand même miraculeusement à un dynamisme et des décisions et des initiatives fabuleuses dont nous allons parler. Alors on n'est pas très loin de la France de Louis XIV. Il y a pourtant plusieurs différences essentielles. Alors République, on en a vu une, fédération ou confédération. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de clergé. Alors, il y a non pas un clergé au sens où il existait avant, mais un ensemble de ministres de l'Église, l'Église calviniste établie, mais aussi toute une série de pasteurs d'autres confessions que le calvinisme. Donc c'est un ensemble extrêmement hétéroclite, on va dire, de ministres de Dieu. Bon. Donc c'est un pays, une république pluriconfessionnelle, donc en dehors ce qui a remplacé le clergé, c'est-à-dire ces pasteurs réformés, il y a aussi les ministres des autres églises. Mais il restait néanmoins des prêtres. Les études ont montré que le catholicisme avait continué à prospérer de façon clandestine et que pendant très longtemps, on l'a sous-estimé. On considère qu'au milieu du XVIIe siècle, nonobstant les progrès de la réforme calvinienne, à peu près 45% de la population était catholique. Ah, et tant que ça. Et que la mission catholique, la Missio Catholica, qui était dirigée depuis Rome, a été assez efficace pour réussir à, en quelque sorte, animer ces mouvements clandestins. Et ça incluait des prêtres. Donc le clergé n'avait pas totalement disparu. Très bien. Alors, ce qui a peut-être disparu, c'était les évêques ou archevêques, non ? Oui. C'est la hiérarchie. Et même on avait confisqué les biens d'église. Ça, c'est quand même une différence dans l'organisation sociale par rapport... C'est-à-dire que le système épiscopal de l'Ancien Régime, qui avait été pratiquement modernisé, refait et refabriqué en 1559 par Philippe II, a été effectivement écrasé et remplacé par un système synodal. Christophe de Vogt, c'est quoi les grands traits du calvinisme ? Comment définir cette religion, cette branche du protestantisme qui donne le ton aux Pays-Bas ? Pour continuer dans la complexité, d'abord, il n'y a pas un calvinisme, il y en a au moins 2 aux Pays-Bas, puisqu'il y a, dès le début de la République, une querelle terrible entre, on va dire, ceux qui sont plutôt libéraux et ceux qui sont plutôt orthodoxes. On dit les remonstrants et les contre-remonstrants. Mais c'est sérieux, attention, ça va très loin. C'est quasiment une guerre civile avec des morts, notamment le principal ministre, pour faire une équivalence du pays, qui est exécuté à cette occasion. Donc il y a au sein du calvinisme même 2 tendances. Une tendance donc libérale, réformiste, et une tendance orthodoxe sur des sujets qu'on n'a vraiment pas le temps de discuter, parce que ça a pris des siècles aux Pays-Bas, bien sûr, essentiellement la prédestination. Alors, tout cela, mais il ne faut pas oublier qu'en plus, il y a des anabaptistes, très, très importants, notamment dans le nord du pays et à Amsterdam. Vous avez bien sûr donc les catholiques. Alors, c'est très curieux, on en parlera peut-être un peu, parce que tout le monde sait qu'ils sont là, évidemment, ils sont nombreux. Notamment, ils sont très présents à Amsterdam. Et vous pouvez encore aller le voir, Guillaume Perrault, c'est une des curiosités de la ville. Vous avez ce qu'on appelle des églises cachées. Tout le monde savait qu'il y avait des catholiques, et notamment l'une qui s'appelle, c'est très mignon, Notre Seigneur dans le grenier. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de se réunir publiquement ? Mais tout le monde fermait les yeux, voilà. Enfin, c'est-à-dire que lorsqu'on se déclarait catholique auprès du bailli, c'était possible, mais il fallait payer une sorte de redevance annuelle. Bon, et donc il fallait une forme de discrétion. La grande idée, c'est que les autres religions que la religion calviniste établie relèvent de la sphère privée, et donc imposent la discrétion. C'est ça. Et c'est le même statut pour les Juifs ? Alors, les Juifs, très nombreux à Amsterdam, à peu près 10 000 sur 200 000 habitants, avec une nouvelle vague d'émigration d'ailleurs en 1648 à cause des persécutions
anti-juive en Pologne. 200 000 juifs ont été tués en Pologne en 1648. Une partie de ces juifs ashkénazes donc, arrive à Amsterdam et donc abonde une communauté d'origine séfarade qui est très très ancienne et qui est très prospère et très active notamment dans les activités économiques et financières. Dont un certain Spinoza. Spinoza, un exemple célèbre. Alors, finalement, ce que vous indiquez tous les deux, ça semble accréditer l'idée que les Pays-Bas étaient une terre de tolérance, que ce n'était pas un mythe, que c'était vraiment une terre d'accueil pour des persécutés dans d'autres pays d'Europe. Quelle est la réalité et peut-être les limites de cette tolérance ? Alors, il faut comparer avec les autres pays et puis voir un peu les textes. Alors, dans l'Union d'Utrecht, il est quand même prévu une chose importante, c'est qu'il y a une liberté de conscience. Ça, c'est quand même assez moderne, au plein sens du mot, dans l'Europe d'alors. Hein, c'est-à-dire la reconnaissance de la liberté de conscience. Et il y a donc aux Pays-Bas à la fois un certain principe de tolérance, qui est dans l'Union d'Utrecht, il y a une pensée de la tolérance, on a cité Spinoza, on pourrait citer tous les gens qui gravitent autour de des hauts patriciens, il y a tout un mouvement libéral autour des grands patriciens néerlandais. Et puis, il y a une tolérance, on va dire, plutôt pragmatique. C'est que on commerce avec, en effet, Amsterdam est typique de ça. Et ça frappe beaucoup, d'ailleurs, les étrangers. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette tour de Babel, et je crois que Descartes a des lignes sur cet état d'esprit où il est très content. Pourquoi est-ce qu'il va aux Pays-Bas ? Contrairement à ce que disent les Néerlandais, ils disent, oui, il fuit les persécutions françaises. C'est absolument faux, il n'est pas du tout persécuté. Mais il est importuné en permanence par la vie mondaine parisienne. Donc, il part là-bas pour deux raisons, en fait. Le calme, il le dit lui-même. Amsterdam, c'est formidable, les gens ne font que du commerce, donc moi j'ai le temps de lire mes livres. Et une chose fondamentale, qui est un aspect qu'on oublie un petit peu parfois quand on parle des Pays-Bas, c'est l'avant-garde de la science en Europe. Et Descartes, il va pour rencontrer ses amis, notamment le mathématicien Beckmann, et il va là-bas pour se baigner dans cette sphère scientifique, dont Spinoza est aussi un bel exemple. C'est aux Pays-Bas qu'on invente énormément de choses. Le microscope, on découvre le spermatozoïde, on travaille de l'astronomie. Enfin, c'est un pays d'innovation scientifique majeure. Le nom de Huygens, comme on dit en France, quelque chose. Christian Huygens est un Néerlandais parti en France. Il passe plusieurs années, je crois, Descartes aux Pays-Bas. Enfin, il s'y plaît. Longtemps, et il y est bien. Et il est happé aussi par ces querelles théologiques et religieuses, dans ce qu'on appelle la querelle d'Utrecht dans les années 1640, parce que la faction, on va dire, orthodoxe de l'Église calvinienne considère qu'il faut s'en tenir à une lecture littérale de la Bible et non une lecture historiciste, et que donc toute application du scepticisme, en quelque sorte cartésien, à la lecture des textes religieux, pose problème. Donc il y a un procès, un nombre très important de pamphlets en fait, qui sont publiés au début des années 1640. Le prince d'Orange, Frédéric Henri, est obligé d'intervenir pour casser en fait, le procès. Donc c'est vraiment une affaire très sérieuse. Et donc le calme recherché par Descartes était finalement tout relatif, parce que c'est un pays qui en réalité était souvent d'une très très grande violence en termes de confrontation entre les points de vue. Ah, c'est en effet. Et à l'égard de certains groupes, hein, il valait mieux pas être gitan, par exemple. Les gitans étaient véritablement persécutés, on peut dire. Et les mendiants, c'est un pays où il fallait pas. On ne pouvait pas être SDF. Mais est-ce qu'il en était sûrement de même dans la France de Louis XIV? Ça, je pense. Non, vous avez en France, vous avez des errants, comme les textes sont pleins d'errants. Tandis que Paris est connu pour des lieux extrêmement sans foi ni loi. Non, les villes hollandaises sont très policées dans les deux sens du mot police, c'est-à-dire le bon sens, mais aussi le côté contrôle social extrêmement rigoureux. Ça va, oui, ça passe souvent pour un trait du calvinisme aussi. Alors passons, messieurs, au ressort de la puissance économique et commerciale, parce que c'est d'abord un pays qui frappait à l'époque, qui était jalousé en raison de sa très grande richesse. Vous l'avez dit, Christophe de Vogt, déjà au Moyen-Âge, c'était un pays riche et convoité par ses voisins, l'industrie textile, le commerce maritime. Au Moyen-Âge, c'était plutôt le sud, et ça bouge vers le nord petit à petit. Oui. Le sud, c'est-à-dire Bruges-Gand, ce qui est maintenant la Belgique. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au XVIIe siècle? Qu'est-ce qui explique finalement cette explosion de la richesse des Néerlandais au XVIIe siècle, Charles-Édouard Le Villain? Alors, les leviers de la puissance, la liberté du commerce, qu'ils défendent âprement par des grands textes comme celui de Grotius,
qu'il théorise en 1625. C'est pratiquement la liberté des mers. La naissance du droit maritime international, c'est une date fondamentale, parce que la liberté du commerce leur profite principalement à eux. Bon. Les Britanniques sont beaucoup plus rétifs à cette idée, et fonctionnent beaucoup plus, un peu comme les Espagnols, avec l'idée de monopole, en quelque sorte, d'une juxtaposition de monopole. Bon. L'importance des gens de mer, des navires, la production de navires, des arsenaux. Donc la structuration géographique du pays est très favorable à cette liberté de commerce et, comme toujours, parmi les grands leviers de la puissance, il faut évidemment des personnes, des ressources humaines, pas simplement des ressources matérielles. Et derrière, un système financier de plus en plus sophistiqué qui permet, en quelque sorte, d'apporter les capitaux nécessaires au financement de ces aventures qui parfois vont comme on le sait, jusqu'au Japon, jusqu'à Deshima en 1641. Donc il y a une sorte de conquête du monde qui est fondée sur l'idée que la liberté, en fait, est favorable au profit. Les ports, les compétences et les capitaux pour financer cette expansion maritime, on peut résumer ça très schématiquement comme ça, Christophe Devocq ? C'est considérable. Enfin, à l'apogée de la puissance hollandaise, au milieu du siècle, la flotte néerlandaise, c'est le double de la flotte anglaise et française réunie. Ah oui, on ne le sait pas assez, ça. Donc, c'est 4000 navires de commerce. 4000 navires de commerce. Et la bourse d'Amsterdam, c'est un lieu important, un lieu d'innovation, d'échange. On peut, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a une bourse qui joue un rôle en Europe. Il y en avait eu au Moyen-Âge dans les cités en Italie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est le montant des échanges de capitaux Oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas nouveau. Il y en avait une en Zélande dès le début du XVIe siècle, qui a été modernisée à la fin du siècle, une à Anvers, évidemment. C'est, je dirais, une question d'échelle et d'intensité de l'activité économique et des transactions financières. En fait, on a autour de la bourse d'Amsterdam, de la bourse qui donc est fondée en 1609, un nombre extrêmement important de personnes qui étaient assermentées, en fait, parce que les autorités municipales, en fait, exerçaient un contrôle sur ces transactions financières, et dont le but était de réguler la transaction financière, c'est-à-dire cette chambre de compensation, en quelque sorte, entre acheteurs et vendeurs. Et donc, il n'y a pas simplement les transactions elles-mêmes, mais tout un énorme écosystème, en fait, qui s'accroît au fil du siècle. Donc, l'encaisse métallique explose, le nombre de transactions explose, et surtout, le nombre de denrées et d'actifs s'enrichit au fil du siècle. Donc, et l'un des marqueurs, justement, de cette vigueur de la bourse, c'est l'action de la Compagnie des Indes orientales, qui devient une sorte d'indicateur de jauge quasi permanente de la santé économique de la République. Précisément, ces compagnies emblématiques, vous pourriez nous dire schématiquement comment elles fonctionnent, ces deux grandes compagnies ? Ce sont en fait, malgré toutes les protestations libérales des autorités néerlandaises, ce sont des monopoles. Hein. Ils créent des monopoles qui concurrencent en fait les grands concurrents, d'ailleurs, qu'ils vont remplacer des Néerlandais, à l'époque, ce sont les Portugais, en fait. Hein. Et donc, ils reprennent tous les comptoirs portugais, on va dire de l'Afrique jusqu'à l'Indonésie actuelle, on dit les Indes à l'époque. Donc, ils remplacent les Portugais sur la scène internationale, et ils y vont à coups de canon, hein, faut pas se tromper. Ce sont des institutions extrêmement puissantes. Comment est-ce qu'elles s'appellent, ces deux compagnies ? Alors, la Compagnie des Indes orientales et la Compagnie des Indes occidentales. Alors, qui sont d'ailleurs, il faut les distinguer, puisqu'il y en a une qui marche très bien, la Compagnie des Indes orientales, et puis il y en a une qui marche vraiment pas bien, celle qui d'ailleurs est la plus impliquée dans le trafic des esclaves, qui est la Compagnie des Indes occidentales, qui fait faillite 2 fois, qui a vraiment des gros problèmes. Les Néerlandais, en Amérique, se sont cassés les dents. Sinon, comme vous le savez, New Amsterdam, oui. Hein, voilà, serait le nom de New York aujourd'hui. Alors, vous faites référence au fait que New York a d'abord été un comptoir néerlandais, une petite ville avec le fameux Stuyvesant, Peter Stuyvesant, qui était un... Et tous les Français le savent sans doute, beaucoup de quartiers de New York portent un nom néerlandais, à commencer par Haarlem, qui est une ville des Pays-Bas. Et on dit que Wall Street, c'est d'abord le mur qui séparait la partie néerlandaise à l'époque du reste. Et puis, ça a été conquis par les Anglais vers 1660, il me semble. C'est 1767. C'est le deal de 1667 en quelque sorte. New York était une ville d'ailleurs qui était certes sous contrôle néerlandais brièvement, mais qui est une ville en fait extrêmement cosmopolite. En fait, on y trouvait
une population extrêmement bigarrée en termes notamment d'appartenance confessionnelle. Alors, d'ores et déjà. D'ores et déjà, des Suédois, des Français étaient déjà installés et ensuite elle passe sous contrôle britannique. Alors disons un mot de l'esclavage, c'était une réalité. Quelle part a-t-elle joué peut-on apprécier déjà la part qu'elle a jouée dans le rôle, dans le commerce international pour ce pays à l'époque, dans ce siècle? Alors, c'est un élément important, évidemment. C'est une page sombre dans l'histoire de l'âge d'or néerlandais. On pense, grosso modo, on parle d'à peu près de 600 000 esclaves sur le long XVIIe siècle, peut-être 1,3 million si on va jusqu'au début du XIXe siècle. Alors, pour les situer, en gros, c'est évidemment, ça s'inscrit dans un commerce triangulaire avec l'Afrique. Les esclaves étaient transportés vers les Amériques, essentiellement le Brésil, qui a été donc néerlandais entre 1630 et 1654. Les Caraïbes aussi, donc des lieux ou des îles comme le Suriname, Curaçao, Saint-Eustache, Saint-Martin, qui est encore moitié néerlandais, et qui ensuite produisait des denrées qui étaient transportés vers la métropole, enfin vers les Provinces-Unies. Donc c'est un sujet qui suscitait de l'intérêt à l'époque, mais il y avait en gros deux écoles schématiquement, ceux ou celles qui considéraient que les esclaves étaient des biens comme les autres, et d'autres qui, parmi notamment les ministres réformés, s'inquiétaient de la contradiction évidemment par rapport aux prescriptions de l'Évangile et qui étaient bien conscients de la situation d'indignité dans laquelle ces personnes étaient traitées. Alors, de façon générale, on a l'impression de décrire un pays phare du capitalisme à l'époque, à l'avant-garde du capitalisme. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une mobilité sociale, une espèce de capitalisme populaire avec des gens de classe moyenne qui pouvaient acheter une petite action et participer à l'expansion outre-mer? Je crois que c'est d'ailleurs plus là le ressort de la prospérité que la traite, du point de vue intensité de la vie économique. D'ailleurs, les Néerlandais eux-mêmes de l'époque parlaient de la large classe sociale moyenne, brede middenstand. Donc ils avaient eux-mêmes conscience qu'il y avait une classe moyenne, c'est peut-être la première classe moyenne, là aussi c'est très moderne, qui apparaît en Europe. Pourquoi? Justement, une des innovations néerlandaises, c'est que vous pouviez à la bourse aller vous présenter pour dire je prends 1/64e de la cargaison. Ça, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas uniquement des milliardaires qui investissent. Non, voilà. Et donc, vous avez, on peut dire, un artisan confortable pouvait commencer à spéculer sur les retours de cargaison de la VOC ou de la VIC. Et donc, puisqu'ils étaient divisés donc jusqu'à 1/64e. Et tout ça se négocie en plus 2 ans à l'avance. Et c'est là que la banque jouait un rôle et la bourse jouait un rôle très important. Donc on voit apparaître ça. Puis il y a un bon côté de la réforme, à moins que ce soit la cause de la réforme, c'est que c'est une population beaucoup plus alphabétisée que le reste de l'Europe. On estime qu'à peu près la moitié des Néerlandais de l'époque sont alphabétisés. Plus urbanisés aussi peut-être? Plus urbanisés, même chose. Alors c'est moins, mais enfin on est autour de 20%, ce qui est énorme pour l'époque, d'urbanisation sur l'ensemble du pays, et 50% dans la province de Hollande. Donc c'est, à tous égards, on peut dire quand même que c'est un laboratoire de la modernité, même s'il y a des débats historiographiques à n'en plus finir. Beaucoup de choses, et d'ailleurs les grands esprits de l'époque ne s'y sont pas trompés. Et c'est en effet, les grands esprits, vous pensez à qui? Descartes, Spinoza, et puis les grands esprits français, Richelieu qui a reconnu que c'était un petit miracle. Alors effectivement, les Français, les hommes d'État, dès Louis XIII, sont admiratifs de cette prospérité économique et se demandent est-ce qu'on ne peut pas l'imiter? Alors ils le sont, et puis alors la France, il faut préciser, s'allie avec les Provinces-Unies. Longuement. Longuement. Cette alliance qui date du début du XVIIe siècle, en fait, est cristallisée par un grand traité en 1635. Et donc, c'est un allié précieux contre l'Espagne, évidemment, et inversement. C'est aussi un sujet d'envie, jusqu'au moment, effectivement, où, sous Louis XIV, l'envie nourrit une jalousie qui devient belliqueuse. Parce qu'en 1672, il y a donc une guerre. Louis XIV entre en guerre contre les Provinces-Unies. Ça vous paraissait inéluctable? Alors, Louis XIV était un roi ambitieux. Il avait parfaitement compris, grâce au bon conseil de Colbert, qu'il y avait là une manne financière et économique extrêmement intéressante à un moment où la France commençait à se réarmer, notamment du point de vue maritime. Maintenant, inéluctable, ce qu'on peut dire, c'est que du point de vue néerlandais, tout a été fait pour éviter la guerre. Tout. Jean de Witt, qui était grand pensionnaire, a envoyé ses meilleurs diplomates
à la cour de France pour essayer de temporiser et de contenir les appétits du roi de France. Et hélas, il n'a pas pu réussir. Parce qu'effectivement, les années qui précèdent encore, au début du règne personnel de Louis XIV, les Néerlandais sont un allié précieux contre les Anglais, me semble-t-il. D'abord, contre les Anglais, absolument, au début, alors, donc, en effet contre les Espagnols, puis contre les Anglais quand ils commencent à devenir un peu puissants. Et puis il y a le fameux retournement des alliances où les Anglais vont partir du côté hollandais. Et là, c'est la grande spécialité de Charles-Édouard de Villain, puisqu'après, les deux pays vont avoir leur sort scellé par un souverain commun, pour aller vite, Guillaume III. C'est un renversement vraiment de portée historique, oui. Ça. Parce que là, il y a une espèce d'internationale protestante, de thalassocratie, si on veut dire les choses un peu schématiquement, qui se crée contre la France absolutiste. En tout cas, vu d'histoire, ces deux pays se font une guerre un peu bête, puisque il y a un troisième larron qui va tirer les marrons du feu, qui est l'Angleterre, et qui, à partir justement de la fin du règne de Louis XIV et de la fin du siècle d'or hollandais, va dominer l'Europe et le monde. Je crois d'ailleurs que Colbert, contrairement à l'image qu'il conserve dans la mémoire nationale, pousse à la roue, il pousse à la guerre. Alors qu'on a l'image de lui d'un homme de paix, qui est pour le commerce, donc forcément pour la paix. Il est prudent. Il est prudent. Les finances de la royauté française sont fragiles. Donc il y a débat en fait au sein du Conseil du roi, assurément. Ça a été très bien montré par un historien américain. Il n'y avait pas une parfaite homogénéité de point de vue, on va dire, autour de l'idée d'entrer en guerre, parce qu'il y avait forcément un coût. Et la réussite n'était pas garantie. C'est compliqué, en fait, de mener la guerre dans les Pays-Bas, en raison de sa géographie très particulière et forcément du jeu d'alliance que ça allait entraîner. Donc ça n'avait rien d'inéluctable. Une ambition ne fait pas une nécessité. Et qu'est-ce qu'il emporte en définitive? Rabaisser l'orgueil de ces bataves, de ces bourgeois? Alors, il y a un thème qui revient très souvent dans les textes français, c'est le thème de l'ingratitude. Ah bon? Puisque, en fait, les historiographes du roi considèrent font savoir qu'aux Néerlandais leur rappellent en fait, que sans la France, les Provinces-Unies ne seraient jamais devenues ce qu'elles sont devenues et qu'il y a une sorte de dette. La France, elle, a une créance, ça fait partie des thèmes importants. Et puis, évidemment, un appétit économique certain, avec la possibilité, en cheville avec le roi d'Angleterre, de s'approprier les ressources de l'Empire néerlandais, qui sont considérables. Et les ressources de la Banque d'Amsterdam, qui sont gigantesques. Merci. 300 millions de florins. Merci, messieurs, de nous avoir raconté ce qu'étaient les Pays-Bas du siècle d'or. On en voit les traces, effectivement, aux États-Unis encore, puisqu'une partie des pères pèlerins du Mayflower, qui arrive en 1620, avait vécu auparavant aux Pays-Bas. Vos nouveaux livres, je le rappelle, Christophe de Vogue dans Le miroir de Johan Huizinga, Écrire et penser l'histoire au prisme de la France aux éditions Brepols, une maison d'édition belge célèbre dans les milieux universitaires. Tous les amoureux de l'histoire doivent lire ce livre. J'ose cette affirmation. Charles-Édouard Levillain, vous écrivez en ce moment une biographie de Guillaume d'Orange-Nassau, cet homme d'État hollandais qui est devenu roi d'Angleterre à la fin du XVIIe siècle. Quel destin! Et c'est devenu l'adversaire numéro 1 de Louis XIV. Ça sera chez Perrin plutôt en 2027, je crois. Voilà, j'espère. On l'attend avec impatience. Merci à vous deux pour cette émission passionnante et merci à vous surtout de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la chaîne du Figaro TV en replay et sur l'application du Figaro. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire.